C'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Les titres de l'actualité. À la baie s'est déroulée la campagne de commercialisation du café et du cacao. L'activité a duré 2 jours. Elle permettra d'adopter de nouvelles stratégies pour accroître la productivité. Et puis dans ce journal, nous vous ferons visiter la forêt de Diéké, classée depuis la période coloniale. Vous serez édifiés sur ses vertus et le défi de sa protection. Enfin, la première édition du Grand Marathon de Fria s'est déroulée le week-end dernier. Près de 9000 athlètes y ont pris part. C'est au pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Nous l'ouvrons par ce communiqué de l'état-major général des armées. Communiqué de l'état-major général des armées face à la flambée des cas de Covid-19 ces derniers temps. Le chef d'état-major général des armées, sur instruction de monsieur le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, du ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, attire l'attention des responsables à tous les niveaux et dans toutes les armées sur le respect strict des mesures barrières aux rentrées dans les enceintes de toutes les garnisons militaires sur toute l'étendue du territoire national, et cela en conformité avec les mesures édictées par l'ANSS dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Conakry, le 30 décembre 2021, le chef d'état-major général des armées, colonel Sadiba Koulibaly. Série d'audiences au ministère des Affaires étrangères. Pour un premier temps, le diplomate marocain Driss Isbahen a été reçu par Dr Maurice Anda Kouyaté. Une occasion pour lui de faire ses adieux après 5 ans de loyaux services rendus au pays. Peu après, le ministre a reçu l'ambassadeur du Brésil et le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite. Ces derniers entretiens ont porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération. Camara. Après 5 ans de service en Guinée, l'ambassadeur plénipotentiaire du Royaume du Maroc quitte le pays. En prélude à son départ, Idriss Isbahen rencontre le ministre des Affaires étrangères. Il s'agit de passer en revue quelques projets déjà réalisés et en cours de réalisation avec le financement du Maroc. Après 5 ans de bons et loyaux services, on avait convenu bien sûr de coopérer encore plus. Mon successeur bien sûr va prendre le relais pour qu'on puisse encore développer plus cette coopération entre nos deux pays. Ensuite, c'est au tour de l'ambassadeur du Brésil en Guinée d'être reçu par le ministre des Affaires étrangères et les Guinéens de l'étranger. Je viens d'être nommé le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérative du Brésil, ici à Conakry. Je vais centrer ma mission sur la coopération sud-sud. Je viens de dire aussi à son Excellence le ministre qu'il y a des accords déjà en vigueur que nous pouvons faire ressusciter. Ils sont en vigueur mais pas vraiment actifs. Et il y a des accords déjà prévus pour signature bientôt, comme par exemple l'accord d'extension de visa dans les passeports diplomatiques et officiels de service. Cette autre audience est accordée au chargé d'affaires à l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée. Faraj Saïd Al-Mabrouk est porteur des messages du gardien des 2 saintes mosquées. Nous sommes ici aujourd'hui pour un important sujet. Il s'agit de la candidature de l'Arabie Saoudite pour Expo 2030. Nous avons également évoqué les travaux de rénovation de la grande mosquée Faisal aussi. Cette affaire concernant la rénovation de la grande mosquée Faisal, c'est une préoccupation pour d'abord le roi Salman et aussi également le souverain aussi Mohammed Ben Salman. Je vais d'abord remercier et féliciter son Excellence, l'ambassadeur du Maroc, qui a fait un travail excellent dans notre pays. Le fait de former des imams, j'en sais un peu quelque chose, des imams qui maîtrisent le Coran, qui maîtrisent la science islamique et tout, ça c'est un grand pas. En Guinée, la représentation diplomatique du Brésil est élevée au niveau d'ambassadeur.
Vous savez, ça fait longtemps qu'on a des chargés d'affaires ici. Et maintenant, on vient d'avoir un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. Pour un pays, un grand pays comme le Brésil, c'est vraiment un grand acquis. J'ai présenté aussi nos remerciements et nos félicitations au Royaume d'Arabie Saoudite pour l'avancée du développement socio-économique dans ce pays. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a mis un accent particulier sur la finition rapide de la grande mosquée de Conakry. Et je suis heureux d'être informé par son Excellence que le montage financier pour la finition est terminé. Tout est prêt maintenant et on va aller vite comme l'a souhaité le président de la transition. Ces différentes audiences au ministère des Affaires étrangères rassurent le ministre Maurice Sandan Kouyaté et raffermissent davantage la coopération entre la Guinée et ses pays amis. Et puis le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. Nous vous proposons de suivre cet extrait. La session ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jeudi 30 décembre 2021 de 10h à 12h sous la haute autorité de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya. Les points suivants étaient inscrits à l'ordre du jour. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées. Compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 28 décembre 2021. Recommandations et décisions. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Au titre du premier point de l'ordre du jour, son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a instruit le gouvernement de veiller à ce que les compteurs soient posés dans les locaux des départements ministériels afin que les factures d'eau et d'électricité soient payées correctement et régulièrement en utilisant le budget de fonctionnement destiné à ce type de charges. Les ministères et les services publics, de façon générale, doivent donner le bon exemple en matière de paiement des charges liées à l'eau et à l'électricité, a insisté le Président. Il a par ailleurs instruit le Premier ministre de proposer une solution d'audit de l'administration guinéenne. Le Président de la Transition a réitéré son instruction de procéder sans délai à l'identification des différents ministères par des enseignes harmonisées respectant la charte graphique mise en place par le gouvernement. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a rappelé que l'engagement des cadres à des hautes fonctions de l'administration ne doit aucunement se faire par népotisme, mais sur la base de leurs compétences et intégrité morale. Le président de la transition s'est réjoui à cet effet de la mise en place de la plateforme Servir 224, destinée à donner la chance à tous les Guinéens d'accéder au poste de responsabilité par voie légale. Il a exhorté le ministre de l'économie, des finances et du plan de faire en sorte que la fin du monopole décidé par le secteur de l'industrie n'occasionne pas de dysfonctionnement au détriment des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, car celles-ci doivent être protégées. Recommandations et décisions. Le Conseil a approuvé et recommandé que le projet de loi des finances 2022 soit adopté par ordonnance du chef de l'État. Il a ensuite remercié et félicité chaleureusement les ministres du budget et de l'économie, des finances et du plan, ainsi que leurs équipes pour la préparation du projet de loi de finances 2022. La promotion de la paix et de l'unité nationale reste l'un des chantiers du CNRD. C'est dans cet esprit qu'une série de rencontres avec les acteurs politiques et entreprises par le Comité national du Rassemblement pour le développement à travers ses émissaires. Ces rencontres ont débuté par les deux anciens chefs de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo de l'UFDG et Mamadou Sylla de l'UDG. Tous ont réitéré leur attachement à la paix et à la réussite de la transition. Alassane Tambaya Conté, Makemedozo.
L'émissaire du CNRD s'engage dans la promotion de la paix et de la réconciliation nationale dans le pays à travers des concertations avec les leaders politiques en Guinée. Cette démarche vise à apaiser le climat politique pendant et après cette période de transition en Guinée. Je commencerai à remercier toutes les classes politiques de la République ici présentes ici aujourd'hui. Et je suis très content aujourd'hui de le rencontrer parce qu'il est un élément aussi clé de la classe politique et l'un des sages de la classe politique. Il fallait le rencontrer pour se rassurer réellement du climat de la paix et de l'unité nationale dans ce pays. Et aussi, je l'ai véhiculé aussi le message du chef de l'État parce que je ne parle pas mon nom souvent, je parle au nom du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui m'a mandaté d'être son messager un peu partout. Ici au domicile du président de l'UDG, tout comme chez le président de l'UFDG, Mohamed Lyon Bangoura partage les préoccupations de l'heure. Le maintien d'un climat politique favorable à la réussite du processus de transition en cours. On a dit désormais qu'il n'y a plus de problème et depuis tout ce temps-là, on était rendus dispersés. Mais à partir d'hier, on se donnait la baie. Souvent ici, on a signé une convention entre nous pour dire que désormais, il faut qu'on se donne la main, on puisse aider, c'était dans le sens d'accord, aider le président colonel avec son équipe pour les aider comme il peut bien mener leur transition. C'était un message visait à rassurer la classe politique sur la volonté du président du CNRD. Nous sommes très satisfaits de cette démarche et je pense qu'elle sera suivie des faits et qu'on va confronter nos points de vue à l'effet de trouver des décisions consensuelles sur tout ce qui est susceptible de nous diviser parce qu'on n'a pas besoin de division et de conflit à l'heure actuelle. L'unité et la quiétude sociale sont entre autres les messages véhiculés par ces deux leaders d'opinion. Dans les jours à venir, l'émissaire du CNRD compte poursuivre ses campagnes pour une transition apaisée et réussie en Guinée. Transition en Guinée, toujours, la société civile compte jouer sa partition. Ce mercredi, un document de plaidoyer remis aux autorités a été présenté à la presse. C'est un travail réalisé par plusieurs plateformes de la société civile réunies désormais au sein de l'Alliance citoyenne pour la transition en Guinée. Mamadi Terna Kamesoko pour nous faire le point. C'est la toute première sortie conjointe des principales plateformes de la société civile guinéenne. 34 au total, elles sont désormais réunies au sein de l'Alliance citoyenne pour la transition en Guinée ACT. Des organisations comme le CNOSC, la PQD, OANEP, Destin en main ou encore Publier ce que vous payez Guinée entendent jouer une part active dans la gestion de la transition ouverte depuis le 5 septembre dernier. Notre alliance, Alliance citoyenne pour la transition, a pour objectif de participer au débat national sur la conduite de la transition. Nous proposons également de veiller au respect des textes qui régissent la transition, notamment la charte de la transition et la feuille de route donc, qui a été récemment déclinée, présentée par le gouvernement. L'ACT se propose de monitorer les progrès accomplis et les cas de violation des droits de l'homme pendant la transition. Devant la presse, une note de plaidoyer déjà déposée auprès du CNRD, du gouvernement et de certaines institutions internationales est présentée. Toute la période de transition sera mise à profit pour poursuivre les actions prioritaires de développement, les réformes administratives et les audits des comptes publics. La nouvelle alliance se veut une force de proposition et de réflexion dans le but d'aider à l'atteinte des objectifs du CNRD. Outre la mise en place des organes de la transition, elle compte apporter son expertise dans le cadre de l'élaboration du projet de réforme électorale. Direction la baie où s'est déroulée la campagne de commercialisation du café et du cacao. 2 jours durant, les échanges ont porté sur la stratégie à adopter pour accroître la productivité dans le pays. Falilou Diallo pour en savoir plus. C'est dans les années 2000 que la filière café-cacao a pris de l'essor dans la région de la baie. Aujourd'hui, près de 5000 planteurs évoluent dans le secteur. Dans cette région, c'est le café arabica qui est beaucoup prisé.
Arabica donc kange donc diamant vert non. Café Arabica, c'est un diamant vert. Il a beaucoup plus d'avantages de par sa production et ses différentes vertus. Ces journées de lancement de la campagne de commercialisation du café cacao à la baie, une opportunité pour les décideurs, partenaires et planteurs évoluant dans la filière d'échanger sur les enjeux du secteur. Une production qui a été frappée aussi de plein fouet par la crise sanitaire. Il faut reconnaître que le Brésil, qui est le plus grand producteur de l'Arabica, a connu des problèmes qui sont induits par la Covid, donc ce qui a impacté le marché international. Et du coup, la croissance a baissé au niveau de la production du prix et aussi de la production. Cette année, les prévisions sont prévues pour 0,4% de production, ce qui n'est pas grand. Les mesures sanitaires qui ont été prises de façon, sur le plan international, nous espérons que ça va impacter et ça commence à impacter positivement le secteur. C'est une première dans l'organisation de ces journées de lancement de cette campagne au-delà de son périmètre traditionnel. Le gouvernement guinéen entend mettre en place de nouvelles réformes pour booster la production locale. L'idée aujourd'hui, c'est de travailler sur justement le volet national. Le volet national, comment organiser le secteur, comment motiver, conscientiser les uns et les autres pour le bonheur de ce secteur et justement l'enjeu qu'il y a en termes justement de moyens d'économie pour notre pays et aussi pour les producteurs. Pour cette campagne de commercialisation 2021-2022, le prix plancher du cacao est à 17 500 et 12 000 francs guinéens pour le café. Et pour accompagner les producteurs locaux, des bâches ont été distribuées aux différents planteurs de la région. Et puis ce troisième comité de pilotage du projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove, l'objectif est de définir le plan de travail et le budget annuel 2022. Cette feuille de route va contribuer à améliorer la gestion de l'eau dans les périmètres. Fodé Camara. Le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove a entamé ses travaux d'aménagement au niveau de 10 périmètres. Ce chantier d'amélioration de la maîtrise de l'eau, principale contrainte du monde rural, a touché pour cette campagne 2021 1741 hectares. En tout, 40 périmètres sont dans la ligne de mire dans les préfectures de la Basse-Guinée Nord, Boké, Bofa, Dubreka, en plus d'un autre grand bassin agricole, Forécaria, avec les greniers de Kakosa et Kabak. Des greniers situés en front de mer qui ont besoin d'aménagement durable. Ce que nous avons remarqué dans le domaine de mangrove, il y a un excellent travail qui est en cours, notamment les aménagements de bas-fonds, la maîtrise d'eau saumâtre et d'eau douce, pour que nous puissions améliorer la production du riz dans les casiers de mangrove. Et également la contribution des bénéficiaires qui sont des producteurs rizicoles qui consiste à faire des casierages internes. Avec un rendement escompté de 4 tonnes à l'hectare, la réhabilitation des périmètres va permettre de freiner les dégâts de la remontée saline. Principale innovation, le projet d'appui au système d'activité risicole en territoire de mangrove a installé au niveau des ouvrages de régulation des vannes à clapet en polyester, une matière plus résistante aux assauts des vagues de l'eau de mer. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que nous sommes parvenus à développer des nouvelles générations de vannes, des vannes qui sont en polyester, qui résistent à la corrosion de l'eau de mer, qui peuvent résister contre l'oxydation du sel et qui peuvent être durables minimum 25 ans ou 30 ans. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'accroître les rendements au niveau de ces 10 périmètres. En tout, plus de 7000 hectares doivent être aménagés pour améliorer la gestion de l'eau à la parcelle. Dans des périmètres autrefois abandonnés depuis plus de 10 ans, grâce aux digues de ceinture et autres travaux, les intrusions intempestives de l'eau de mer sont régulées. Pour la feuille de route 2022, le comité de pilotage a permis d'élaborer le plan de travail et le budget annuel. Principale recommandation,
poursuivre les travaux d'aménagement et renforcer les capacités des producteurs pour vulgariser les bonnes pratiques. Saritem va permettre d'aménager et de réhabiliter des plaines et aussi de développer les filières qui tournent autour du riz et du sel. Donc il faut noter qu'il y a 7300 hectares qui vont être aménagés et ces filières qui vont aussi être développées, et c'est toute une chaîne de valeur qui va se développer autour de l'aménagement à la commercialisation jusqu'à la transformation. Donc forcément ça aura un impact sur la vie des paysans et ça va permettre justement de contribuer à la réduction de la pauvreté pour qu'ils puissent vivre de leurs activités. Les travaux des membres statutaires du comité de pilotage ont permis de déceler des insuffisances à corriger pour accélérer les travaux d'aménagement et soulager les producteurs souvent confrontés aux difficultés liées à la gestion de l'eau. Rendons-nous à présent au sud du pays, précisément dans la forêt de Dieké, classée depuis la période coloniale. Cette forêt, qui s'étend sur environ 64 000 hectares, est un véritable puits carbone. Elle a fait l'objet d'une visite guidée par notre spécialiste sur les questions environnementales, Mamadou Alpha Baldé. Avec lui, ses vertus et le défi de sa protection. Après la célèbre forêt de Ziama, celle de Dieké est l'une des plus importantes de la sous-région. Avec une superficie de 64 000 hectares, la forêt de Dieké est une merveille écologique. Elle a été classée avant l'indépendance et abrite 29 espèces floristiques menacées de disparition au niveau mondial. Au fil des ans, les actions anthropiques se sont multipliées dans et autour de ce massif forestier. Aujourd'hui, des chasseurs quittent les zones lointaines pour venir s'installer en forêt classée et faire le braconnage et boucaner la viande, aller vendre dans les grandes agglomérations. Cela est dû à la faiblesse de la surveillance parce qu'on n'a pas le personnel souhaité par rapport à la superficie de la forêt classée. C'est difficile malgré les moyens. Nous n'avons pas d'abord de moyens et matériels, l'insuffisance de formation des conservateurs et l'insuffisance même en nombre de conservateurs. Mais malgré tout, nous avons, avec l'Union européenne et l'INOPS, on a pu élaborer le plan d'aménagement. Après son premier plan d'aménagement élaboré en 1995, un plan actualisé tenant compte des menaces actuelles a été élaboré et validé en début décembre. Cette forêt est l'un des tout derniers refuges pour de nombreuses espèces de faune et de flore, d'où sa protection intégrale. Un plan qui prévoit uniquement la conservation de la forêt et non la coupe de bois ni l'exploitation industrielle de bois. Ça fait un atout pour nous parce que cette dynamique s'inscrit en droite ligne avec nos conventions, les accords qu'on a signés sur le plan bilatéral et multilatéral, puisque ces forêts-là vont nous permettre vraiment d'obtenir des crédits carbone. Au lieu d'être émetteurs de gaz à effet de serre, nous allons absorber le gaz carbonique et ça va profiter. À date, la Guinée compte officiellement 162 forêts classées pour une superficie estimée à un peu plus d'1 million d'hectares. La couverture forestière du pays, elle, serait autour de 4%, un taux jugé faible. Le pays compte couvrir environ 30% de son territoire en forêt. Et puis ce communiqué du ministre du Travail et de la Fonction publique, conformément aux dispositions du décret numéro D95-250 PRG-SGG du 1er août 1995, instituant les fêtes légales en République de Guinée, le ministre en charge du Travail et de la Fonction publique porte à la connaissance des travailleuses, travailleurs et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du samedi 1er janvier 2022, fête du Nouvel An, est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre en charge du Travail et de la Fonction publique profite de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à l'ensemble des travailleuses et travailleurs de Guinée. Signé Julien Yombono. L'actualité, c'est aussi le lancement de la campagne de distribution des médicaments et l'application des dispositifs
dispositions sanitaires dans les régions de Kankan et de Kindia. L'initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des services et capacités sanitaires dans ces zones. Adiatou Bari, compte rendu. À la pharmacie centrale de Guinée, l'heure est à l'embarquement des médicaments et des équipements sanitaires. À bord des camions, ces intrants de santé sont destinés aux régions administratives de Kindia et de Kankan. Deux régions sanitaires, cibles du projet de renforcement des services et capacités sanitaires. Il y a aussi des antirétroviraux pour la prise en charge des malades atteints de VIH que recevront les centres de santé et les hôpitaux pour améliorer le plateau technique leur permettant d'assurer des soins de qualité. Nous avons pu mobiliser 45 camions de 15 tonnes. Il faut dire que nous avons à dispatcher plus de 2226 mètres cubes de produits. Cette dotation en médicaments et équipements médicaux est estimée à plus de 6 millions de dollars. Les kits sanitaires vont être répartis entre 138 structures sanitaires de Kindia et Kankan. Les besoins en santé de près de 115 000 personnes à revenus faibles sont pris en compte. L'objectif de ce projet, c'est de réaliser l'ambition du gouvernement de transition qui vise à offrir des services de santé de qualité à un coût abordable à tous les Guinéens, quel que soit le lieu où ils vivent en République de Guinée, quel que soit leur niveau d'éducation et quel que soit leur niveau de revenus. L'UNICEF est chargé du financement de la distribution des intrants pharmaceutiques consommables. L'institution prend aussi en compte l'éclairage solaire des formations sanitaires bénéficiaires du don. Il y a l'électrification, l'approvisionnement en eau potable, les médicaments, afin d'assurer la qualité des prestations de services au niveau des 138 formations sanitaires qui ont été citées. Au niveau des établissements hospitaliers concernés, 400 agents de santé sont recrutés au compte du projet pour offrir les soins de santé de qualité aux populations. Poursuivons ce journal lutte contre les mutilations génitales féminines. Les acteurs impliqués dans le processus viennent d'élaborer un plan d'action opérationnel pour 2022. Il prend en compte les activités de soutien aux exciseuses à travers le pays. Mamadou Paté-Baldé. À l'appui de la GIZ Health Focus et le projet de soutien aux activités de promotion pour l'abandon de MGF en Guinée, ce phénomène a connu une baisse sensible. Cette synergie d'action vient reconforter les partenaires techniques et financiers engagés dans cette lutte. Le constat, c'est que la pratique perdure malgré tous les efforts du gouvernement et de ses partenaires. Mais la pratique n'est pas liée à la religion musulmane ni à la religion chrétienne. C'est des pratiques traditionnelles liées aux coutumes. À première vue, les résultats préliminaires qui nous ont été présentés ici nous donnent satisfaction. Nous restons toujours engagés auprès de l'État pour l'accompagner à lutter contre ce fléau qui n'honore pas la femme guinéenne, qui n'honore pas les filles guinéennes et qui n'honore pas tout simplement la Guinée. Au cours des travaux, des débats fructueux et d'échanges d'expériences, les méfaits des violences basées sur le genre et les moyens de lutte à travers la politique nationale de lutte contre les MGF et l'engagement des religieux ont été évoqués. Notre rôle, c'est de sensibiliser la population, les dissuader pour réduire ces violences basées sur le genre. Parce que nous voyons que malgré toute la sensibilisation que nous menons quand même, il y a le cas de viol qui continue. Et ça entraîne même des pertes en vie humaine, donc c'est vraiment déplorable. Donc nous continuons à faire la sensibilisation. Je tiens à vous réaffirmer notre ferme volonté en tant qu'autorité que nous serons les premiers garants. Nous allons garantir donc la loi qui protège les femmes, les enfants. Et tous les auteurs de ces cas seront déférés sans état d'âme. Le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables a déjà mis en place dans tout le pays des communautés VBG et des plateformes intersectorielles. Objectif, poursuivre la sensibilisation en direction des communautés.
Article 352 du Code de l'enfant, c'est le titre d'un film qui va en guerre contre les violences faites aux mineurs. C'est une contribution de la structure Kaoudou Productions. L'idée est de contribuer à mettre fin à ce fléau. Marwan Kamara, reportage. Article 352 du Code de l'enfant, c'est le nom du tout premier film projeté par Kaoudou Productions en Guinée. Le film retrace les violences faites aux mineurs et interpelle les parents à veiller sur les enfants, mais aussi à dénoncer les cas de violence au service de police. Je me suis mise dans la peau de celles qui sont victimes, les mamans qui sont victimes, pour pouvoir réaliser ce film. Tous les jours, on attend que telle fillette a été violée. Parce que sincèrement, je suis une maman, je suis une mère. Une femme qui sort de la maison, elle va au marché, elle revient trouver que son enfant est violé. Mais où vous voulez, comment vous voulez qu'on vive maintenant là? Ce film est une nouvelle stratégie de sensibilisation, d'information et de plaidoyer pour prévenir et lutter contre la violence à l'égard des mineurs dans toutes les régions du monde. Le film nous a beaucoup inspiré. Aujourd'hui, quand nous regardons vraiment la société guinéenne, on dirait que c'est des phénomènes nouveaux. Alors que, ouais, c'est vrai, ça existait, le viol existait depuis longtemps, mais ces jours-ci, nous-mêmes, nous avons constaté cela. Donc, je lance un appel. Les parents n'ont qu'à essayer vraiment de suivre leurs enfants en commissionnant les enfants. Donc, cela incombe tout le monde. L'éducation, ce n'est pas seulement la police. Ce film est un film de sensibilisation pour que les parents et les auteurs prennent conscience de ce qu'ils font. Ne pas laisser son enfant partir dans les mains de qui que ce soit. La sécurité de nos enfants commence par nous-mêmes. L'actrice Mawata Kamara sollicite l'implication du gouvernement guinéen pour faciliter la projection de ce film dans les lieux publics en Guinée. Allé dans ses fonctions, le commandant du bataillon d'infanterie de Beila a procédé à une prise de contact avec les populations de la localité. Il était question pour lui de s'imprégner de leurs conditions de vie et de travail. Une démarche saluée par les populations. Adjudant Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Aller à l'encontre de la troupe pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes, c'est l'ambition affichée du commandant du bataillon d'infanterie de Beila. En témoigne cette prise de contact avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité de sa zone de commandement. Nous devons nous donner la main pour vivre. Tous les porteurs de tenue, il faut qu'on parle le même langage. Je suis satisfait de vous voir avec les autres corps. Félicitations. Il ne doit pas y avoir de fissure entre nous et la police, entre nous et la gendarmerie, entre nous et l'éco-garde, entre nous et la douane. Nous nous constituons la force des forces armées guinéennes. Au cours de cette visite, le commandant du bataillon d'infanterie de Beila a sillonné les différents postes frontaliers de Madinakoro en passant par Vandamadou jusqu'à Somoula, limite séparant avec la Côte d'Ivoire. Une satisfaction pour la population vivant dans ces localités. Notre souhait est que vraiment la coopération soit vraiment une continuité entre les autorités administratives, entre les autorités politiques et entre les autorités militaires. C'est un exemple que nous allons donner au monde entier pour dire que nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes pour la coopération. Donc c'est dans cet esprit que nous devons travailler. Je demande à nos camarades, nos parents civils, de s'associer avec nous. La collaboration franche, comme le président de la République a si bien dit, nous ne pouvons pas nous développer sans qu'on se rassemble. Et sur ce, on peut faire quelque chose. Le colonel Lassine Diallo, commandant du bataillon d'infanterie de Beila, a transmis le message d'encouragement et de félicitations des nouvelles autorités du pays à la troupe. Il les a exhortés à redoubler la vigilance pour la défense de la patrie. Un mot de sport dans cette édition. La première édition du Grand Marathon de Fria s'est déroulée le week-end dernier. Environ 900 athlètes venus de Fria et d'ailleurs ont pris part à la course. Fodekaba, reportage. Au pied des immeubles et à quelques encablures du stade Konkosina de Fria, le préfet colonel Yaya Kalissa, en tête de peloton, donne le coup d'envoi du premier marathon de la préfecture. L'initiative de l'association Fria Mon Choix, Fria Ma Ville vise à redonner à cette cité sportive ses valeurs d'antan. L'objectif du marathon Fria 2021 était d'attirer
les acteurs et promoteurs sportifs vers la ville de Fria pour rappeler que la préfecture de Fria est une pépinière des grands champions. Les premiers coureurs sont de la catégorie des élèves et étudiants en série filles et garçons pour une distance de 3 km. Les athlètes confirmés pour 5 km et les vétérans pour 2 km de marche. Le Tour de la ville a contribué à l'amélioration des conditions physiques et sanitaires des participants. Je suis vraiment contente et le sport est bon aussi parce que si on fait ça, il y a les autres qui disent qu'on va déformer, mais nous, on a juste besoin de travailler. C'est l'occasion de se rencontrer avec d'autres personnes que je ne pouvais pas voir si ce n'est pas le marathon là. Il y a d'autres qui viennent de Conakry. Il y a d'autres qui sont là, ils sont aux États-Unis, aujourd'hui ils sont là. La première édition du Grand Marathon de Fria a mobilisé plus de 900 participants venus de plusieurs horizons. Un facteur de rassemblement et de cohésion sociale qui réjouit les autorités communales et préfectorales. Cet événement sportif majeur m'offre l'occasion de remercier l'association Fria, mon choix, Fria, ma ville, pour sa volonté exprimée de contribuer au développement et au rayonnement de la préfecture de Fria. C'est le lieu de saluer les efforts consentis par les encadreurs sportifs et les fédérations nationales pour ces résultats obtenus. J'ai été très heureuse de rencontrer aujourd'hui de grands athlètes dont vous. Et on souhaite que ce marathon se pérennise et que ce marathon continue. Que Fria continue à pérenniser, à perpétuer des champions. Une vingtaine de coureurs, toutes catégories confondues, se sont distingués en montant sur le podium. Les vainqueurs ont remporté les prix offerts par les organisateurs dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour la deuxième édition. Et puis ces décrets qui viennent de nous parvenir. Décret D 2021-0260 PRG CNRD SGG portant nomination d'un haut cadre au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu le communiqué numéro 1-2021 PRG CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 16 septembre portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur, vu le décret D 2021-08 PRG CNRD portant nomination du Premier ministre, chef du gouvernement. Décrète. Article 1er. Monsieur Moussa Loua, matricule 251 546 S, juriste, précédemment chef de division chargé de la prévention des conflits du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, est nommé conseiller chargé de mission au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en remplacement de monsieur Aboubakar Naba Kamara, mis à disposition de la fonction publique. Article 2. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 30 décembre 2021, signé le colonel Mamadi Doumbouya. Décret D 2021-0261 PRG CNRD SGG portant mission et organisation du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Le président de la transition, chef de l'État, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-25 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2019-027 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, vu l'ordonnance numéro 2021-001 PRG CNRD SGG du 17 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021.
Vu le décret D 2021-008 PRG CNRD SGG du 6 octobre 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2021-011 PRG CNRD SGG du 8 octobre 2021 portant structure du gouvernement. Vu le décret des 2021-0050 PRG CNRD SGG du 27 octobre 2021 portant nomination du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par l'armée décrète. Chapitre 1. Mission et organisation. Article 1er. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a pour mission la conception, l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement dans les domaines de l'administration du territoire, de la décentralisation, de la promotion d'une citoyenneté responsable, de la cohésion sociale et du dialogue. À ce titre, il est particulièrement chargé d'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'administration du territoire et à la décentralisation et de veiller à leur application. D'élaborer les textes législatifs et réglementaires relatifs aux mouvements associatifs et organisations non gouvernementales et de veiller à leur application. D'assurer la tutelle des partis politiques, d'appuyer l'élaboration des textes législatifs et réglementaires relatifs au processus électoral, l'organisation des élections politiques et des référendums en République de Guinée, ainsi que l'établissement et la mise à jour du fichier électoral. De coordonner les actions de l'État dans les circonscriptions territoriales et les collectivités locales, d'élaborer et de mettre en œuvre les réformes relatives à l'administration déconcentrée et décentralisée, d'assurer la tutelle des collectivités locales et de promouvoir le développement local, d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques, stratégies relatives à la salubrité publique et à l'assainissement. De veiller à travers un mécanisme unique à l'opérationnalisation des fonds de développement local FNDL, FODECON, FODEL, FINEX et les initiatives des ressortissants et d'en assurer le contrôle et le suivi de leur gestion. De coordonner les interventions des partenaires du développement local, d'élaborer les stratégies, plans, programmes et projets liés à la promotion de la citoyenneté, du civisme et de la culture de la paix, de faciliter la mise en œuvre de tous les projets et programmes de développement local et d'en assurer la tutelle, d'élaborer et de mettre en œuvre les stratégies de transfert de compétences sectorielles dévolues aux collectivités conformément au Code des collectivités locales, d'assurer un suivi régulier de fourniture des services sociaux de base rendus aux populations en lien avec les compétences transférées, d'assurer la matérialisation des frontières et la promotion de la coopération transfrontalière, de mettre en place des stratégies et mécanismes de lutte contre l'exclusion des couches sociales les plus défavorisées dans les collectivités locales, de créer au profit des personnes vulnérables des activités génératrices de revenus et de participer à la redistribution équitable de la richesse nationale, de contribuer à la sécurisation, à l'équipement et au développement des zones frontalières, de veiller à l'application de la réglementation relative à la fabrication, à la production, à l'importation, à l'exportation, à la détention, à l'utilisation et à la vente des armes légères à usage civil et leurs munitions, d'assurer la délivrance et le contrôle des autorisations d'importation, d'exportation et de permis de port d'armes légères et de petit calibre, d'autoriser l'installation et l'exploitation des serrureries à clé, d'assurer la promotion des libertés publiques, de veiller à leur exercice et à leur protection, de participer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de réglementation
administrative, de participer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière migratoire, de veiller à la mise en œuvre et à l'actualisation de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local et de son plan d'action, de promouvoir et de renforcer la coopération décentralisée, le partenariat et le développement de l'intercommunalité, de promouvoir et de renforcer la gouvernance territoriale participative, de coordonner les plans et programmes d'intervention en faveur des victimes des catastrophes, d'œuvrer à la mise en place et au suivi de l'Agence nationale de gestion des urgences humanitaires, de veiller à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de formation et de perfectionnement des administrateurs territoriaux et des élus locaux, de veiller au niveau des collectivités locales à l'application des mesures législatives et réglementaires relatives à la sécurité des personnes et de leurs biens et au maintien de l'ordre public, d'assurer la mise en œuvre de la stratégie nationale de réforme et de modernisation de l'état civil, d'assurer la promotion de l'hydraulique villageoise, de promouvoir les associations nationales d'utilité publique, de prendre en compte la dimension environnementale et sociale dans les programmes et projets du département, ainsi que les actions de développement des collectivités locales, de promouvoir et d'intégrer la dimension genre et équité dans les activités du département et celles des collectivités locales, de participer aux rencontres sous-régionales, régionales et internationales traitant des questions relatives au domaine de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local. Fournir de l'eau potable aux populations, surtout dans les collectivités les plus reculées et à accès difficile. Chapitre 2, organisation, article 2. Pour accomplir sa mission, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation comprend un secrétaire général, un cabinet, des services d'appui, des directions générales, des directions nationales, des services rattachés, des organismes publics autonomes, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, des organes consultatifs. Article 3. Le cabinet du ministre comprend un chef de cabinet, un conseiller principal, un conseiller juridique, un conseiller chargé des questions de gouvernance territoriale participative, un conseiller politique, un conseiller chargé de mission, un attaché de cabinet. Article 4. Les services d'appui sont l'inspection générale, le bureau de stratégie et de développement, la division des ressources humaines, la division des affaires financières, la division de passation des marchés publics, le service de la comptabilité matière et matérielle, le contrôleur financier, le centre des ressources documentaires, le service communication et relations publiques, le service de modernisation des systèmes d'information, le service genre et équité, le service hygiène, santé et sécurité, le service accueil et information, le secrétariat central. Article 5. Les directions générales sont la Direction générale de l'administration du territoire, la Direction générale des collectivités locales, la Direction générale d'appui aux services sociaux de base. Article 6. Les directions nationales sont la Direction nationale des libertés publiques et des frontières, la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, Direction nationale de régulation et de promotion des organisations non gouvernementales et mouvements associatifs. Article 7. Le service rattaché. Service national d'appui à la garde communale. Article 8. Les organismes publics autonomes sont l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique, ANASP, le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, l'Office national de l'état civil et de l'identification, ONECI, l'Agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et de la paix, ANACIP, Service national d'aménagement des points d'eau, SNAP.
Article 9. Les programmes et projets publics sont ceux initiés dans les domaines d'intervention spécifiques du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation et de ses organismes publics autonomes. Article 10. Les services déconcentrés sont les directions régionales de l'administration territoriale et de la décentralisation, les antennes régionales de l'ANAFIC, les directions régionales de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, les directions régionales, préfectorales et centres communaux de l'état civil, les services préfectoraux de développement, les services préfectoraux des affaires administratives et financières, les antennes régionales et préfectorales de l'assainissement et de la salubrité publique. Article 11. Les organes consultatifs sont l'Association nationale des communes de Guinée, la Commission nationale des frontières, la Commission nationale d'intégration et de suivi des réfugiés, la Commission nationale de suivi de l'action humanitaire, la Commission interministérielle de pilotage de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local, le Conseil de discipline. Chapitre 3. Disposition finale. Article 12. Des décrets du président de la République fixent séparément les statuts des organismes publics autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement des organes consultatifs, des programmes et projets publics, des services déconcentrés, ainsi que les attributions et l'organisation des services rattachés au niveau hiérarchique équivalent à celui d'une direction de l'administration centrale. Article 13. Des arrêtés du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation fixent les attributions et l'organisation des directions générales, des directions nationales et équivalents, ainsi que des services rattachés et des services d'appui de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une division et d'une section de l'administration centrale. Article 14. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 30 décembre 2021, signé le colonel Mamadi Doumbouya.